Messieurs, dames, bonsoir. Alors, je peux déjà vous dire, c'est impressionnant quand même, parce que vous êtes nombreux. Donc, c'est plutôt une excellente nouvelle. Je sais pas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Vincent Morgan, je suis ça va être un peu pompeux, alors accrochez-vous, je suis président de l'université rurale de la Cologne. Si avec ça, c'est pas des galons, alors forcément c'est un peu d'autodérision. On a créé cette université parce que l'idée c'est de faire venir des conférenciers et puis de se dire, il n'y a pas qu'à Amiens ou à Saint-Quentin qu'ils ont le droit d'avoir des grands conférenciers. Nous, à Tincourt, on a aussi le droit. Donc on les fait venir. Donc il y a un aspect écologique vachement important, parce que là vous devez être à peu près 80 ou 90. Ça fait quand même beaucoup moins de voitures qui vont à Amiens que la seule voiture de Madame Villain qui est venue jusqu'ici. Donc vous voyez, on était déjà depuis un certain temps dans le développement durable. Voilà. Je vous dirai de quelques autres petites choses après, à la fin, sur l'université. Tout d'abord, je voudrais remercier donc Madame Villain, Véronique Villain, notre conférencière de ce soir. Alors, elle est membre de la Société des Antiquaires de Picardie. Pour tous ceux ici qui veulent acheter une commode, une horloge ou un découvert à salade, ce n'est pas son métier. Elle n'est pas antiquaire ni brocanteur. Moi aussi, je me suis fait avoir. J'ai essayé de négocier quelque chose avec elle. Non, la Société des Antiquaires, ce ne sont pas des antiquaires et des brocanteurs. On en a, si je ne me trompe, 2 ou 3 membres dans la salle, dont le secrétaire perpétuel de la Société des Antiquaires, M. Leguet, Jean-Loup Leguet. Voilà, merci d'être venu. Et vous étiez conférencier en 2020, je pense. Voilà, pendant le confinement. Et donc, la Société des Antiquaires, ils ne sont pas antiquaires du tout. Ils ne sont pas brocanteurs non plus. Par contre, ils sont passionnés d'histoire. Ils ont deux caractéristiques. Ce sont des gens qui sont des experts et des passionnés d'histoire. Antiquité dans le sens, quand vous allez au Louvre, vous allez au département des antiquités. C'est antiquaire dans ce sens-là. Et puis il y a une deuxième chose qu'on connaît un peu moins, que moi je ne connaissais pas, que Mme Villain m'a expliqué, c'est qu'aussi c'est une société qui est chargée de propager du savoir. C'est une société qui, dans son ADN, a le besoin, l'envie, la nécessité de faire des conférences. Donc vous pensez que ça tombait bien que Madame Villain vienne faire une conférence ce soir ici. On s'est connus un petit peu par hasard, parce que c'est vrai que monsieur le secrétaire perpétuel de la Société des Antiquaires de Picardie était venu faire une conférence à Tincourt il y a donc 2 ans. Il s'était un petit peu perdu en route pour venir ici, mais ça c'est pas grave, on lui en veut pas. Et Madame Villain... C'était moi qui conduisais. Et c'était Madame Villain qui conduisait. Et Madame Villain a eu cette malheureuse parole à la fin de la conférence qu'on avait eue à Monsieur Leguet. Elle m'avait dit, Monsieur Morgan, si vous voulez, moi je veux bien faire une conférence. Mais il fallait surtout pas dire ça. Et puis j'avais mis ça dans un coin de la tête. Et puis je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est l'année dernière, on a fait une conférence sur l'histoire, sur l'architecture, avec Monsieur Sauvé, Fabien Sauvé. Et on avait vaguement un petit peu, un peu plus que vaguement, on avait abordé le sujet de la reconstruction et des coopératives de la reconstruction. On avait commencé à avoir des questions là-dessus. Et puis on s'est dit, zut, c'est quand même un sujet qui peut intéresser des gens. Et donc, on a mis les coopératives de la reconstruction, et c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. Puis comme dans un coin de la tête, avec le comité des sages, on avait Madame Villain qui voulait à tout prix faire une conférence à Tincourt, ce qui est très très bien. On a un peu matché les deux, et en fait, très vite, vous avez accepté de faire une conférence, en effet, sur les coopératives de la reconstruction dans la Somme. Donc je vous en remercie. Donc on va faire comme d'habitude, on a 1 heure et quart de présentation, de cours. N'ayez pas peur du mot cours, mais c'est quand même un cours. On a une dizaine de minutes de questions si vous avez besoin. Et puis après, il y a un pot. Donc voilà, on aura le temps. Si vous avez d'autres questions, si vous voulez connaître mieux Madame Villain, la Société des Antiquaires, et sans se leur acheter une commode du 15e. Mais, donc vous pourrez converser avec elle, on aura un pot de l'amitié à la fin de la conférence. Voilà. Madame Villain, c'est bon pour vous ? Parfait. Vous êtes prête à y aller ? On y va. Alors allons-y. On y va. Alors je tiens tout d'abord à remercier l'Université populaire de la Cologne de m'avoir invité à vous proposer cette présentation, et en particulier M. Morgan. Je remercie aussi Jean-Loup. J'ai eu le plaisir de me perdre en l'amenant, mais ça m'a permis de faire votre connaissance indirectement.
Et puis mes remerciements tout à fait personnels à celui qui me soutient dans tout ce que j'entreprends depuis une 40aine d'années maintenant. Il va se reconnaître, mon mari qui est dans la salle. Alors ce sujet des coopératives de la première reconstruction est pour moi une évidence, d'une part parce qu'on vit dans un environnement qui est issu de ce travail, pratiquement ici à 100%, et d'autre part parce que je ne comprends toujours pas, malgré tout ce que j'ai lu sur le sujet, comment les gens ont pu reconstruire quand on voit de quoi on va partir. C'est quelque chose qui me fascine. Je pense que moralement, il y a eu quand même un effet dévastateur de la guerre comme nulle part ailleurs, et néanmoins on a reconstruit. Alors de cette présentation sont exclus tout ce qui concerne le remembrement agricole, parce que c'est très particulier, et ce ne sont pas du tout les mêmes lois, donc je l'ai exclu. Et puis tout ce qui est reconstruction d'usines. Et enfin, j'ai exclu volontairement l'architecture de la reconstruction, puisque vous avez une conférence qui en parlait très largement. Alors cette reconstruction va aller assez vite, simplement une quinzaine d'années, de 1919 au milieu des années 30. C'est très très rapide. Elle verra s'opposer 3 grands courants. Soit on conserve des ruines comme témoignage du martyre des cités. Vous connaissez tous ces grandes affiches de la cathédrale de Reims. Est-ce qu'on garde en l'état pour que ça serve de leçon pour les plus jeunes? Inutile de vous dire que ça n'aurait pas servi à grand-chose puisqu'on va recommencer très vite derrière. Soit on reconstruit à l'identique pour oublier la guerre, et ça c'est le courant qui va l'emporter probablement. C'est-à-dire qu'on veut faire comme si la guerre n'avait pas eu lieu. Donc on va reconstruire les maisons comme elles étaient en grande partie, ou les villages comme ils étaient organisés en grande partie. Ou alors, il y a un troisième courant qui va faire une petite percée quand même. On profite des destructions pour moderniser, en particulier dans l'habitat. Alors cette reconstruction va être l'occasion d'un nouveau partage de tâches entre l'État d'un côté et l'initiative privée d'autre part. Et je pense que c'est la grande leçon de la reconstruction, l'initiative privée par des coopératives. Ce n'est pas l'État qui reconstruit. Ce ne sont pas les individus qui reconstruisent, ce sont des coopératives. À pratiquement 95% des maisons de la reconstruction sont issues d'une coopérative. Alors on va faire cette présentation en 3 parties. On va commencer par un bilan, l'état des lieux à la sortie de la guerre. Ensuite, on verra les lois et moyens qui vont permettre la reconstruction, parce qu'il en faudra beaucoup. Et puis le résultat, ce qu'on appelle l'œuvre des coopératives. Alors dans un premier temps, voyons l'état des lieux qu'on pourrait intituler le choc du retour ou la vie dans les maisons provisoires. La destruction des lieux de vie des civils a été pendant la guerre un objectif militaire. On veut bien sûr tuer l'ennemi, ça on est d'accord, mais on veut aussi créer un champ de ruines. Il existe d'ailleurs des corps d'incendiaires dans l'armée allemande. On va vraiment très loin dans la volonté de détruire, puisqu'on crée carrément des corps d'armée pour la destruction. Alors le but est de détruire l'histoire du peuple à vaincre, ses monuments, ses archives, ses maisons, ses registres d'état civil, son cadastre. Donc c'est vraiment l'objectif, qu'il ne reste absolument rien, et c'est ce qu'on va voir. Alors ces destructions ne sont pas en elles-mêmes une innovation, comme le prouve la guerre précédente, celle de 1870. Je ne sais pas si je... Non. Notre département était bien sûr très très largement concerné, parmi les premiers, et les destructions vont y être très importantes, comme en témoigne par exemple cette vue de l'église Saint-Jean-Baptiste de Péronne. On n'est pas en 14, on est en 70. C'est une guerre qu'on est nombreux à avoir oubliée, mais ça a quand même donné les mêmes résultats que 14 pour certains endroits, en particulier chez nous. Mais par contre, ce qui est nouveau, c'est que les destructions de la Première Guerre mondiale sont sans précédent en France par leur étendue et surtout par leur caractère systématique. En ce qui nous concerne, la Picardie orientale est quasiment ruinée. L'avance allemande en 1918 a atteint la région de Montdidier, Villers-Bretonneux et Vallée d'Ancre, abîmant les meilleures terres picardes, comme on peut le voir sur cette carte. Avant de se retirer, l'Allemagne pratique la politique de la terre brûlée par le feu et les explosifs pour détruire ponts, maisons, églises, routes, chemins de fer, bois et terres agricoles, et créer un désert de ruines qui rend impossible toute installation de troupes. Les clochers des églises avaient déjà été antérieurement détruits.
Je ne vous donnerai pas beaucoup de chiffres, mais ceux-là m'ont impressionné. Sur 700 km de front en France et sur une largeur de 20 km, c'est-à-dire une surface de 14 000 km², ont été tirés un total estimé à 10 millions de tonnes d'obus. Ce qui représente, retenez simplement ce chiffre, 700 kg au kilomètre carré. 700 kg d'obus tirés au kilomètre carré sur notre zone étant particulièrement concernée. Je ne parle pas des autres munitions, en particulier des armes à feu. 10 à 30% de ces obus n'ont pas explosé. Je pense que dans la salle, vous êtes nombreux à avoir vu des obus récemment. On en retrouvera encore pendant un certain temps. Donc il reste en gros, à la sortie de la guerre, il reste plus d'1 million de tonnes d'obus non explosés dans le sol. Et on a tiré, pour pouvoir tirer ces obus-là, on a tiré en plus des centaines de kilos de mercure et beaucoup d'arsenic, et je ne parle pas du contenu des obus chimiques. Tout ça, on en a encore largement dans la terre. Alors, un bilan statistique rapide de la Première Guerre mondiale pour la France fait état de 660 000 habitations touchées en zone rurale sur 13 départements du Nord-Est, 20 000 établissements industriels détruits et 200 000 exploitations agricoles atteintes. On parle de villages fauchés jusqu'au sol ou, comme Dorgelès le dit très bien dans son roman Le Réveil des morts, de pays aplatis. Il n'y a plus de moyens de communication, beaucoup de corps sont à peine ensevelis, les puits sont empoisonnés, les bâtiments sont dynamités, je cite un manuel allemand, après avoir été entaillés pour améliorer le résultat. On comprend pourquoi il ne reste rien. Les arbres sont sciés à 50 cm du sol, les métaux sont récupérés par l'Allemagne et les objets, la literie, vaisselle, mobiliers et autres, sont sciemment détruits. Il reste donc un paysage de cratères de bombes et de tranchées, surtout sur le Pas-de-Calais et la Somme, qui représentent en gros 50% des tranchées qui ont été faites sur le sol de la France. Alors je vais essayer de passer un petit film, parce qu'on connaît tous les cartes postales avec les destructions qui ont été opérées par ici, mais j'ai la chance d'avoir pu... Alors, je ne sais plus comment je sors. Hop, voilà. J'ai retrouvé un petit film de l'armée française qui est tourné sur Roye, Chaulnes et Nesle. Il n'y a pas de son. Ce ne sont qu'un film. Je voulais vous montrer ce qui reste, si on peut appeler ça comme ça, ce qui reste à la sortie de la guerre. Il n'y a pas de mise en scène, hein. Ce n'est pas un film de propagande, c'est tourné par l'armée toute fin 18, début 19. Alors pour ceux qui connaissent la ville de Roye, ça ne dure que 3 minutes. Voilà ce qui reste d'une ville comme Roye, qui n'était pas le lieu le plus visé. Le film est tourné au moment où on commence à déblayer les villes. Donc vous ne verrez pratiquement pas de civils parce qu'il y a encore beaucoup de bombes non explosées, donc c'est réservé à l'armée pour l'instant. C'est de mauvaise qualité, mais bon, c'est un sacré témoignage. Je vais avancer un petit peu pour vous montrer Chaulnes, si j'y arrive. Chaulnes a été quasiment rasée parce qu'elle servait de base logistique, donc elle a été
encore plus abîmé que Roye. Je ne sais pas si vous imaginez les uns les autres rentrer chez vous dans ces conditions-là, mais il y a des centaines de milliers de personnes qui ont vécu ça. Je vais essayer de reprendre mon PowerPoint, parce que vous avez compris ce que je voulais vous montrer. Alors, suite à ce petit film qui est quand même très éloquent, je tiens à vous faire une petite citation d'un certain Jean Bacon qui a écrit au début des années 2000 un petit livre intitulé « Les seigneurs SAI de la guerre » et qui permet de comprendre ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est une citation. Hein. « On a le droit de bombarder les hôpitaux. Ils remettent sur pied ce que les armes ont mis hors de combat. On peut bombarder les maternités. Elles donnent de futurs ennemis à la patrie. On peut bombarder les écoles, c'est là que sont éduqués les jeunes qui feront l'armée de demain. On peut bombarder les églises, les fidèles y trouvent un réconfort qui permet de poursuivre la lutte. Et saper les fondations d'un musée ou d'une bibliothèque, c'est saper le moral de l'adversaire en le coupant de son passé culturel. On obtient ainsi des zones totalement détruites, et cette vue de Péronne va vous rappeler quelque chose que je vous ai montré il y a 2 minutes, mais cette fois-ci, on est en 18. C'est la même ville. Alors, dans la zone dévastée qui va donner droit à indemnisation, vivaient avant-guerre 6 500 000 personnes. En mars 21, cette zone ne compte plus que 5 700 000 habitants, soit une perte de 11% de la population. En novembre 18, les 3 départements picards ont une population qui ne fait plus la moitié de celle de 1913. Et si on prend la ville de Péronne, en 1911, il y avait 93 000 habitants. Au 1er décembre 1918, ils sont 1600. Au 1er novembre 1919, ils sont 32 000. Donc, face à ces destructions, en 1919, le ministère des Régions libérées a besoin d'une vision des territoires à reconstruire. La carte du Bureau topographique de la reconstitution foncière, qu'on appelle ici le génie rural, définit 3 types de zones et affecte une couleur à chacun. En vert, c'est à peu près 51% de la surface, les dégâts sont limités et réparables. En jaune, pour 45%, il va falloir faire de très gros travaux. Et en rouge, ça va donner la notion qu'on connaît tous très bien de zone rouge, c'est à peu près 4% de l'ensemble, et on estime que le coût de la reconstruction y est supérieur à la valeur de la terre. C'est la zone des dommages majeurs. Elle couvre 120 000 hectares. La structure de la terre y est très bouleversée, parfois même le sous-sol est mis à nu. En voici une position tout en haut pour la partie complète du nord-est de la France et en bas pour ce qui concerne la Somme. Cette zone rouge pour la Somme couvre 28 000 hectares. Elle comporte 381 villages, dont 104 sont totalement détruits. Il ne reste pas une seule construction dans ces 104 villages. Elle compte aussi 276 églises. Par exemple, les 180 églises de l'arrondissement de Péronne ont été détruites en grande partie. Seule celle de Tincourt-Boucly ne l'a pas été. Elle a souffert uniquement sur son clocher. 64 000 maisons sont atteintes. C'est à peu près 10% de celles qui seront détruites en France. Donc on mérite vraiment le nom de zone rouge. Ce n'est pas la brique, c'est ça qui fait qu'on s'appelle zone rouge. Le préfet de la Somme propose alors au maire le rachat des terres de la zone rouge. Ainsi s'ouvre le grand débat sur la question de la préservation ou non des traces de guerre dans un but mémoriel. L'État veut faire du territoire détruit une forêt domaniale du souvenir qui servira de sanctuaire. On parle d'un Verdun-Pompéi, c'est-à-dire on aurait tout gardé, on aurait tout gardé de façon comme à Pompéi, très... Ah, je n'ai pas le droit de le bouger, bon, je ne bouge pas. On aurait conservé toutes les ruines pour, une fois de plus, servir
au futur. Ou alors, l'État voulait aussi proposer de faire une réserve naturelle. Ça paraissait d'autant plus étrange vu l'état du sol. Ou encore en faire un domaine militaire. C'était la dernière option qui avait le plus de voix. Alors la réponse des maires de l'époque et surtout des habitants sera non, c'est un vrai cri, non aux terres perdues, non à la forêt du souvenir. Les habitants refusent que leurs ruines immenses servent de spectacle aux touristes de l'univers. Ainsi, de 28 000 hectares pour la Somme, on va passer à 1 000 hectares en 1924, pour finalement atteindre en 1927 seulement 400 hectares sur les communes de Frise, Beaumont-Hamel et Thiepval. Ce recul de la zone rouge dans la Somme, par une remise en état des terres agricoles, atteste de la détermination et du courage des Picards. Il subsiste encore aujourd'hui quelques témoignages de cette zone rouge, en particulier tout ce qui est le plateau formé par Combles, Thiepval et Beaumont-Hamel, où effectivement même les cultures sont pauvres. Le village, alors moi je dis fait, je ne sais jamais s'il faut dire fait ou failli, le village de Fay qui a été reconstruit, pas à l'endroit où il était. En bas, c'est une vision actuelle. Le village est sur la grande route. Et en fait, celui d'origine, vous avez une petite vue agrandie au-dessus, est complètement à l'extérieur. C'est un des exemples assez rares de village qui a été complètement déporté. Et puis le dernier exemple, c'est les villages non reconstruits. Il y en a eu beaucoup du côté de Craonne, mais dans la Somme, on n'a pas reconstruit Frégicourt. Quand vous voyez dans quel état était le petit bourg de Frégicourt, c'était tout petit, il y avait 4 fermes. Et une sucrerie, exact. On a préféré ne pas du tout reconstruire. Donc c'est Combles qui va récupérer une partie des habitations qui avaient été détruites. Alors avant de commencer à reconstruire, certains travaux sont indispensables. Le premier travail urgent va consister à enterrer les morts et à ôter les cadavres des chevaux. Souvent, on doit commencer par abattre ce qui reste des maisons avant de pouvoir déblayer pour reconstruire. Et beaucoup de gens vont s'opposer à ces destructions, mais on ne pouvait pas faire autrement. Par ailleurs, l'eau étant vitale, il faut décontaminer les mares, les puits et les nappes. La dépollution restera inachevée. Les bois ne seront pas très bien nettoyés parce qu'ils ne sont pas prioritaires et il y reste des polluants très toxiques, en particulier, pas dans la Somme, mais dans l'Aisne, où il y a des endroits qui ne sont toujours pas ouverts au public. On parle pourtant d'une guerre d'un autre siècle. On procède en même temps à ce qu'on appelle le désobusage et le déferraillage. Les débris ferreux ont pollué les sols et les eaux. Quand il en reste, les arbres sont tellement mitraillés qu'on ne peut pas les scier, donc on ne peut même pas les récupérer pour faire du bois de chauffe. Il faut aussi déferrailler les champs. Désobusage et comblement des tranchées sont effectués par les prisonniers allemands, puis par des Chinois et des Italiens. L'État prend à sa charge les dépenses de nivellement et de déblaiement. Les retraits des barbelés resteront à la charge des communes. Ensuite, il faut rétablir les moyens de transport, routes et chemins de fer. Leur remise en état, par les utilisations des voies de 60 en particulier, seront prioritaires pour permettre ravitaillement et premier relogement des populations. En attendant, face à l'urgence, on vit dans des provisoires. L'État avait organisé pendant la guerre des réparations de bâtiments, il avait aidé à cultiver des terres et à rentrer des moissons. Dans l'Aisne, il y avait eu aussi l'aide du CARD, le Comité américain pour les régions dévastées. La Croix-Rouge a aussi aidé les réfugiés pendant la guerre, comme en témoigne la fontaine de Chaulnes. Alors cette fontaine offre trois particularités. D'une part, sa dédicace à la Croix-Rouge, c'est la seule. D'autre part, le fait d'avoir été décidé par une femme, Berthe Girardet, et enfin d'être dédié aux femmes pendant la guerre. Dès 1915, l'État s'était donné un plan de fourniture d'habitation d'urgence, mais il est très vite dépassé par l'ampleur de la tâche. Ces solutions rapides procurent un abri de fortune temporaire pour que la vie puisse reprendre, mais elles ne protègent pas les sinistrés du froid. Et surtout, l'État ne fournit ni meubles, ni linge, ni vaisselle. Ça avait été complètement oublié des textes de l'époque. À la fin de 1919, il est si dur de survivre que le gouvernement lui-même conseillera aux réfugiés revenus chez eux de retourner à nouveau en exode. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ces gens-là ont dû vivre.
Ils sont partis en exode, revenus dans des conditions épouvantables et on leur demande de repartir. Voyons les 2 types de provisoires les plus utilisés dans la Somme. Alors il y a d'abord, vous les connaissez tous très bien, les baraques Adrian en ossature bois. Alors, je vous ai mis en bas la liste des outils pour monter une Adrian, c'est-à-dire 3 fois rien. Je pense que tout le monde a ça chez soi, même en n'étant pas très bricoleur. Ben là, on faisait une maison avec ce peu d'outils-là. La baraque Adrian est inventée en 1915 par le sous-lieutenant français qui est l'inventeur aussi du casque qui porte son nom, Louis Adrian. Elle est prévue pour loger les militaires dans un premier temps. Elle est en bois avec du papier huilé aux fenêtres, un sol en terre battue et une toiture en carton bitumé. Dans l'arrondissement de Péronne, on installera à peu près 1334 Adrian. Il en reste certaines, c'est pour ça que je vous ai mis une petite coupure de presse qui est parue il n'y a pas longtemps. La seconde provisoire, ce sont les Nissen en tôle ondulée. Alors, elles ont eu des noms différents selon les endroits où on les installait. On parle de métro à Chaulnes, de tonneau à Péronne ou de demi-lune à Ham. C'est Nissen Huts, qui est un officier anglais qui les a inventées. On devait les accoler les unes aux autres pour servir de campement aux troupes britanniques. L'abri de tôle fait à peu près 38 mètres carrés et est divisé en 2 pièces. Il sert de base pour loger 7 personnes. On en installera à peu près 1000 dans l'arrondissement de Péronne. Elle peut, comme l'Adrian, être utilisée pour servir de bâtiment collectif, soit d'école, soit de mairie ou ici d'église. La maison provisoire est achetée par le sinistré ou alors elle peut être louée aussi. La charte des sinistrés prévoit la possibilité de donner une avance sur les dommages de guerre pour acheter sa maison provisoire. Mais la crise des transports et surtout la pénurie des matériaux vont aggraver terriblement la lenteur des reconstructions et donc ces provisoires qui étaient faites pour vraiment dépanner vont devoir durer très longtemps, parfois plus de 10 ans. Alors après avoir brossé cette situation d'ampleur inédite, passons maintenant au point 2 de cette présentation. Comment en est-on arrivé à faire reposer ce chantier du siècle, à savoir la reconstruction, sur les structures privées que sont les coopératives ? La guerre a entraîné des morts et des pertes matérielles inimaginables. La reconstruction est d'une ampleur tout aussi inimaginable. L'ambition de l'État de gérer cette reconstruction sera de très courte durée et il faudra vite que les sinistrés eux-mêmes et les professionnels s'organisent collectivement pour reconstruire. En gros, le chiffre est toujours l'objet de critiques, mais de 19 à 24, on pense qu'on a dépensé à peu près 60 milliards pour la reconstruction. Pour la Somme, le chiffre est un peu mieux cerné. Les dommages de guerre sont estimés à 7 milliards. C'est la somme qu'on a versée. La Somme est en cela le 4e département le plus touché de la France. On peut le voir sur cette représentation. Le département le plus touché, c'est l'Aisne, clairement. Alors, face à cette situation, l'État va se doter d'un arsenal juridique et d'administration dédié pour la reconstruction. En 2017, il lance des enquêtes auprès des communes pour connaître le montant des destructions. Et c'est un personnage que vous devez connaître certainement, Lucien Clotte, conseiller général de Montdidier, qui va animer la commission des dommages de guerre qui aura la charge de ces estimations. Alors, c'est un personnage très très haut en couleur qui va très mal finir dans tous les sens du terme, mais qui a eu un rôle fondamental pour nous, parce que d'abord c'était quelqu'un qui était assez, chauvin, et qui a vraiment dédié plusieurs années de sa vie à défendre le montant financier des dommages de guerre pour les sinistrés particuliers. Il ne s'est pas tellement occupé de l'industrie, mais des Alors avec cet engagement de la République de donner des dommages de guerre, se dessine l'émergence d'un nouveau rôle de l'État beaucoup plus interventionniste pour aider les populations. C'est ce qu'on appelle de nos jours l'État-providence. La promesse faite par l'État est de rembourser intégralement les dommages de guerre. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Un décret du 27 février 1793 de la Convention nationale reconnaît pour la première fois en France le droit à réparation. Mais un personnage nommé Napoléon va le renier très fortement. En 1871, on a vu des destructions terribles, on revient à nouveau à ce principe de devoir réparer intégralement.
mais cette fois-ci, c'est le ministre tiers qui va essayer de sabrer au maximum le montant des remboursements. Et c'est finalement le bombardement de Reims qui va faire inscrire cette fois dans la loi le droit à l'indemnisation intégrale des dommages mobiliers et immobiliers subis du fait d'opérations militaires. Pour mémoire, ce droit existe toujours. Ça paraît une évidence, mais quand on voit le laps de temps qu'on a mis pour en faire une réalité, c'est peut-être pas si évident que ça. Donc le 27 octobre 1914, la notion de compensation intégrale pour dommages de guerre est annoncée par le gouvernement français, qui lui consacre un premier crédit de 300 millions. Le principe est posé, mais quand on voit la somme qui est mise en face, on peut tout de suite comprendre qu'il va y avoir très très vite de gros problèmes. De plus, dès 1917, l'armée, par son service photographique et cinématographique, photographie les ruines pour un inventaire visuel qui sera pris en charge lors du traité de Versailles et pour transmettre la mémoire du conflit et préparer la reconstruction. C'est de ce service de l'armée que j'ai pu retrouver le petit film que vous avez vu auparavant. Alors, le père fondateur de l'Europe, Jean Monnet, voulait une reconstruction européenne, mais elle sera nationale. Et j'aurais tendance à dire que, heureusement, parce qu'on y sera encore, sinon probablement, il faudra rien que pour la France toute seule, plus de 2000 textes législatifs pour mettre en place la procédure. C'est aussi inimaginable que de voir ce qu'on a dû reconstruire. 2000 textes. Cet arsenal juridique va servir de référent pour de nombreuses reconstructions après, avec les notions de dommage, d'indemnité et de solidarité nationale. C'est toujours un des exemples qui sont utilisés même dans les grands événements, par exemple climatiques actuels. Quand il y a des zones à reconstruire, on reprend souvent la base juridique qui a été mise en place en France, parce que justement, elle a été extrêmement détaillée, pinaillée, battue franc à franc. Parmi toutes ces lois, on va en voir 3 plus particulièrement. La loi Cornudet du 14 mars 1919 qui impose aux communes, dès le début de la reconstruction, de se doter d'un plan d'alignement. Cette loi de 19 est une des premières lois sur l'urbanisme. Elle prône donc une nouvelle organisation des cités. En fait, à l'origine, elle était destinée aux villes de plus de 10 000 habitants. Mais en réalité, elle va concerner aussi toutes les villes et villages à reconstruire du fait de guerre. Et elle va les obliger même à se doter d'un plan d'alignement et de nivellement. Alors, j'ai retrouvé aux archives de la Somme le plan concernant Tincourt-Boucly. J'ai fait juste un extrait parce que c'est un plan, il y a une vingtaine de liasses, donc je ne pouvais pas tout amener, évidemment. Mais chaque bourg à reconstruire a dû faire l'objet de ce type de plan. Et si ça vous intéresse, ils sont pratiquement tous conservés pour ce qui concerne la Somme, aux archives de la Somme. Alors cette loi préconise la création d'une place publique qui va regrouper tous les bâtiments communaux, mairies, écoles, bibliothèques, à l'époque bains-douches, et puis, quelques années après, le monument aux morts. Elle préconise l'alignement des bâtiments, l'élargissement et les pans coupés des rues et carrefours, ainsi que le redressement des virages. En rouge, vous voyez peut-être sur le carrefour les pans coupés. C'est effectivement, il ne faut pas oublier la date, on est en plein développement du monde de l'automobile et ça permet effectivement de fluidifier un petit peu plus la circulation automobile. Elle préconise aussi la construction de châteaux d'eau et le traitement des eaux usées, ce n'était pas le cas avant 1914, et les canalisations pour le gaz et l'électricité. C'est un véritable outil de planification et on a aujourd'hui un témoignage de cette loi dans notre quotidien puisque c'est elle qui va donner naissance à la notion de permis de construire. Alors, de nombreux autres textes, je vous l'ai dit, vont contribuer à la reconstruction. Je ne vais pas tous vous les citer, mais simplement la loi de juillet 17 qui oblige les maires à faire constater l'état de leur commune par des architectes. Une loi en 18 par laquelle l'État décrète le gel des loyers. Alors ça, c'est intéressant parce que ça pose aussi la question de la place de l'État dans la société. Et une loi en mars 19 qui porte sur le remembrement. La Somme sera pionnière en matière de remembrement.
154 communes de la Somme vont être remembrées. Villers-Carbonel, qui n'est pas très loin d'ici, va passer de 846 parcelles à 282. Vous imaginez un peu le bouleversement pour les techniques agricoles. Alors succède à ces textes multiples une valse d'institutions révélatrices des difficultés d'application. Par exemple, en 2017, on crée un service de motoculture à l'américaine, mais on n'a pas vu qu'on allait s'adresser à des toutes petites parcelles. Donc en fait, ce service ne servira pratiquement à rien. On crée aussi un service des travaux de premières urgences en 2018 pour traiter les obus non explosés, pour combler les tranchées et installer les provisoires. Il sera extrêmement critiqué en raison de l'hétérogénéité du savoir-faire de sa main-d'œuvre. Alors la main-d'œuvre était composée de prisonniers, de coloniaux, de Chinois ou de civils payés au maître rebouché. C'est ce qui va donner lieu à ce qu'on appelle l'arnaque des tôles. Vous savez, c'est quand il y avait une sape à reboucher, certaines personnes se contentaient de mettre une tôle en fer sur la sape, de balancer quelques pelletées de terre, et vous imaginez bien que très très vite, la catastrophe que ça représentait, notamment quand on voulait faire passer un tracteur. Donc Clémenceau va le remplacer assez rapidement, au bout d'un an, par un service des travaux de l'État, et ça sera exactement la même déroute. L'État va aussi créer un comptoir central d'achat pour acheter des matériaux, un office de reconstitution agricole qui va servir à gérer des semences, engrais, bétail et réparations de matériel, mais surtout à redistribuer du matériel et du cheptel venant d'Allemagne à la suite du traité de Versailles, et ainsi que la redistribution de tous les chevaux qui avaient été laissés par les Alliés derrière eux. Examinons maintenant la loi de réparation des dommages de guerre du 17 avril 19, qu'on connaît tous sous le nom de Charte des sinistrés. Alors, cette loi date en fait de décembre 14, mais comme elle porte sur le remboursement des dégâts, elle ne sera promulguée par le président de la République que le 17 avril 19. Vous imaginez bien que pas très facile de délier les cordons de la bourse. Elle fixe les modalités d'attribution des indemnités pour une compensation intégrale. C'est l'œuvre de la Commission des dommages de guerre dont on a vu un des principaux animateurs tout à l'heure. Je vous cite simplement son article 1. La République proclame l'égalité et la solidarité de tous les Français devant les charges de la guerre. Donc elle prévoit que l'État français réclamera le paiement d'une indemnité conséquente par le traité de Versailles. Ce sera fait, on réclamera fortement. La charte prend en charge le remboursement des frais pour réquisition, ça c'est nouveau, des frais d'occupation et des atteintes aux biens meubles et immeubles, sans considérer l'auteur des destructions, parce qu'il y avait des petits malins qui proposaient qu'on doive faire la preuve de qui avait détruit. Si c'était l'armée française qui avait détruit, on ne remboursait pas. Si c'était les Allemands, on remboursait. Si c'était les Anglais, on ne remboursait pas. Comment prouver qui avait détruit quoi? Je ne sais pas s'il y avait des petits malins qui avaient trouvé, mais enfin, moi, je ne vois pas trop. Alors, je vous ai montré ici un exemple de réquisition, parce qu'on parle toujours des dommages sur les biens immobiliers, mais il y avait aussi d'autres biens concernés. Par exemple, là, c'était des chevaux qui avaient été réquisitionnés, donc les gens qui étaient concernés déposaient un descriptif et pour obtenir après un dédommagement. La gestion des dommages de guerre est opérée par une commission cantonale. Alors, pour Tincourt-Boucly, c'était l'ancien regroupement cantonal, donc c'était Roisel qui servait de commission cantonale. Au-dessus des commissions cantonales, on a un tribunal des dommages de guerre sur chaque arrondissement. Et puis encore au-dessus, il faut monter à Paris, c'est le Conseil d'État pour les plus grosses affaires ou pour tout ce qui est procédure. Une personne ne peut pas faire partie à la fois d'une commission cantonale et d'un tribunal de dommages de guerre. La commission cantonale a l'obligation de prendre un architecte ou un ingénieur autorisé par la préfecture. Le territoire est donc partagé. Un architecte a une aire d'intervention pour laquelle il est agréé. Par exemple, sur Péronne, c'est Jacques de Bas-Ponsant, ou pour le canton de Roisel, Louis Faye. Alors, sur Tincourt, j'ai retrouvé 2 noms d'architectes, un certain monsieur Darcourt et Louis Fougeron, qui était installé sur Péronne.
Alors comment fait-on le calcul des dommages de guerre? C'est d'autant plus important que c'est ce qui va permettre la reconstruction. La charte dit que les sinistrés toucheront au moins la valeur de leurs biens telle qu'estimée en août 14, au moment de la mobilisation. Mais ce montant sera payé en titres à 5% d'intérêt annuel à garder 5 ans. Donc vous touchez des titres, pas de l'argent, et vous devez les garder 5 ans. Heureusement, on prévoit de pouvoir céder ces titres. Ce sera la création d'un marché de revente de dommages de guerre. Au bout de 5 ans, on n'est pas encore arrivé au remboursement, l'État va payer l'indemnité en 10 annuités. Donc si vous faites le calcul, pour votre maison, vous devez attendre en tout 15 ans pour toucher sa valeur de 1914. Entre deux, si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas reconstruire. Ce chiffre de 15 ans vous permet de comprendre pourquoi on parle beaucoup de revente de dommages de guerre. C'est-à-dire que quand les gens touchaient ces fameux titres, ils ne pouvaient pas attendre. Donc ils revendaient pour avoir un peu d'argent et puis pour pouvoir vivre tout simplement. Donc là, vous voyez que ça va durer un certain temps parce que c'est paru sur un journal de l'Aisne qui s'appelait Le Grand Écho en 1928. On vend encore des dommages de guerre. Là, ce sont des terres sur Tincourt qui sont vendues en 28. Alors, pour éviter que les sinistrés empochent, si on peut dire ce mot, c'était exprimé comme ça dans les textes de loi, je vous laisse juge de la qualité du mot, pour éviter que les sinistrés empochent leur indemnité et quittent le nord de la France, qui est à l'époque vraiment le lieu de l'industrie, c'est le poumon industriel de la France, on met en place un supplément d'indemnité pour ceux qui vont reconstruire chez eux, sous forme de prise en compte de l'inflation depuis 1914. Cette reconstruction sur place s'appelle le remploi. Cette notion est fondamentale pour comprendre la reconstruction de la Somme. En cas de remploi, l'indemnité due aux sinistrés est donc égale toujours à la valeur en août 14, moins une certaine vétusté qui ne peut pas dépasser 20%, mais surtout, c'est ça qu'il faut bien retenir, la hausse de prix à la construction. Et vous allez voir que ce n'est pas l'inflation d'aujourd'hui, mais c'est pas mal. Plus le coût des transports de matériaux, et moins, quand il y en a, l'évaluation des matériaux qui sont réutilisés sur place. Il y en a très peu. Par contre, on doit s'engager à reconstruire sur place. En fait, le sur place, c'est 50 km autour de l'endroit où était la maison à l'origine. Mais on doit reconstruire dans la zone dévastée. C'est vraiment la volonté de l'État de reconstruire le nord de la France. Le sinistré a 2 ans pour faire ses travaux. Les héritiers qui auraient hérité d'un bien vont toucher les dommages de guerre. Et quand on parle de ce fameux rythme d'inflation, on va comprendre tout de suite l'intérêt, c'est qu'on est sur des taux d'inflation à cette période-ci qui sont entre 30 et 40% par an. Donc on ne va pas toucher la même somme que le pauvre malheureux qui touche la valeur de 14. On va appliquer plusieurs années d'inflation à 2 chiffres. Donc je vous ai repris, alors la photo est de très mauvaise qualité parce que ce sont des archives qui s'abîment énormément, donc je vous ai refait le calcul à côté. C'était une maison sur Tincourt-Boucly qui avait une valeur en août 14 de 14 000 francs. On a une petite vétusté qui s'applique dessus, donc ça réduit un peu la valeur. On a des frais d'établissement de dossier, mine de rien, en France, on est très procédurier, ça coûte très cher, 450 francs. Donc le sinistré a une perte subie de 11 650 francs. On va lui proposer ça remboursé dans 15 ans. Ou alors, s'il reconstruit ici, sur place, on va prendre en compte l'inflation, et là, en l'occurrence, le coefficient multiplicateur, en prenant toutes les années, va représenter un supplément de 44 800 francs. Donc vous comprenez pourquoi on a reconstruit. Par contre, il y a des honoraires d'architectes. Je vous ai dit que la loi obligeait à prendre des architectes. Et donc, l'indemnité totale que cette personne a touchée est de 62 000 francs. Ça explique aussi pourquoi les sinistrés ont reconstruit sur place. Il y a un attachement, clairement, on est tous un peu chauvins, mais il y a aussi ces modalités de calcul qui font que partir avec un petit pécule, c'était vraiment partir avec rien du tout. Donc on ne pouvait pas faire autrement que de rester sur place.
Alors, après ce deuxième texte sur la charte, je vous propose le dernier texte de loi fondamentale pour la reconstruction, c'est la loi sur les coopératives, qui date de 1920. En fait, les coopératives sont issues d'une loi de 1867 qui instaure la coopérative comme une entreprise, qui lui donne une personnalité à part entière. Mais c'est en fait la crue à Paris de la Seine en 1910 qui va être à l'origine de la première expérience de coopérative de reconstruction. L'article 1 de la loi de 1901 sur les coopératives de reconstruction limite les coopératives aux seuls dommages immobiliers. Donc on ne va pas parler, pas plus que de tout à l'heure, de mobilier, de vaisselle, de couverture, tout ça c'est complètement perdu. Elle impose cette loi à chaque adhérent d'avoir un compte dans les livres de la coopérative et de payer un droit d'adhésion. Le président est souvent choisi parmi les maires, les magistrats, les notaires, les cultivateurs ou parfois parmi les professions libérales. On a un docteur dans l'Aisne, par exemple, qui sera président d'une coopérative. Tous les membres doivent faire preuve d'un grand dévouement envers les sinistrés, j'insiste sur cette notion, parce que toutes les fonctions sont gratuites, c'est du bénévolat. On essaie, dans la mesure du possible, de rembourser les frais engagés, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Tout le temps passé par les gens sur les coopératives n'est pas pris en compte du tout. Donc l'Assemblée générale des sociétaires prend ses décisions à la majorité absolue des présents et des représentés. C'est un fonctionnement tout à fait classique d'entreprise. On nomme un conseil d'administration. Ce conseil devra comporter un ingénieur ou un architecte ou un entrepreneur, mais aussi soit un agriculteur, soit un industriel, soit un commerçant, selon la zone où on reconstruit. C'est-à-dire qu'on veut vraiment des gens du cru, qui comprennent bien ce qui se passe et comment reconstruire. La coopérative doit recueillir l'approbation de l'État qui fixe des statuts types à respecter et qui exerce sur elle un contrôle financier. Elle peut se grouper en union pour faire des achats en commun, passer des marchés, centraliser sa comptabilité. Elle est limitée à la gestion d'1 million de francs de dommages. Si on dépasse le million, on doit scinder en plusieurs coopératives. Ça, c'est une volonté de l'État de ne pas se retrouver avec des structures extrêmement lourdes, comme on a aujourd'hui, je ne donnerai pas de nom, mais on a des monstres publics. À un moment donné, ça ne devient plus gérable. Donc là, on limite à 1 million de francs, ce qui est déjà à l'époque pas mal. Enfin, signalons qu'à sa dissolution, la coopérative doit verser son solde résiduel à des œuvres d'intérêt général. C'est quelque chose qui est très peu su, mais c'est souvent l'origine des salles des fêtes dans les communes. C'est-à-dire que le petit peu qui restait devait être reversé à une structure d'intérêt général. Alors, quelques noms, simplement parce que je trouve que ça signifie bien ce qu'est une coopérative. Pour Albert, la coopérative s'appelait la Concorde. Pour les deux communes de Lamotte et Warfusé, qui étaient à l'époque encore deux communes distinctes, ça s'appelait le Santerre. Pour Villers-Bretonneux, ça s'appelait l'Avenir. Bellois-en-Santerre, la Confiance. Et pour Tincourt-Boucly, ça s'appelait la Renaissance. Donc ici, la coopérative a été créée en 1921, c'est le premier article. Et le second, c'est sa dissolution, en 1933. Mais ça ne dure pas très très longtemps. En 1922, on compte en France 2160 coopératives pour 2600 communes sinistrées. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'il allait falloir comme argent, qui est-ce qui va payer tout ça ? La France est sortie complètement ruinée de la guerre. Les Anglais et les Américains l'ont aidée pendant les hostilités, mais il faut rembourser cette aide. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier. Ce n'est pas une aide gratuite. Ce sont des prêts, donc il faut les rembourser. Et en plus, on vient de voir, il faut trouver beaucoup d'argent pour reconstruire. Alors bien sûr, on a la solution. Toute la presse en parle pendant des années. L'Allemagne paiera, ça paraît complètement évident. Les hommes politiques le pensent en tout cas. Mais en fait, l'Allemagne, vous le savez tous, ne pourra pas verser les sommes convenues au titre des réparations, ni d'ailleurs fournir les restitutions en nature. La période de très forte inflation, vous avez vu des chiffres de 40% par an d'inflation, va aggraver les difficultés de la reconstruction. Raymond Poincaré avait incité à l'adoption des communes sinistrées par des cités marraines pour leur apporter une aide financière.
Les communes sont ainsi adoptées par des villes françaises ou étrangères, voire par des pays. Voici quelques exemples de marraines de guerre. Je suis désolée, je n'ai pas retrouvé la marraine de guerre de Tincourt-Boucly. J'ai cherché, il y en a une, mais je n'ai pas trouvé. Certaines communes, alors là vous en retrouvez quelques-unes qui sont assez... Épeuy, par exemple, c'était un arrondissement de Paris. Bon, je vous laisse... Enfin, vous connaissez ça. Oui, il y avait des pays qui... Ça explique Bouchaven-Bergen, par exemple, hein, la collation de Bergen au village de Bouchaven. Alors, certaines communes particulièrement dévastées et importantes avaient plusieurs marraines. C'est le cas de la ville d'Albert, qui avait une marraine en Chine, une en Algérie, une au Royaume-Uni et la ville de Bordeaux en France. 4 marraines. C'est aussi une des rares villes qui a un monument dédié à ses marraines. Monument qui sert toujours à certaines cérémonies, ça entretient la mémoire. C'est vrai que sinon on perd de vue ce système de marraines de communes. Mais vous vous doutez bien que les aides apportées par toutes ces marraines de guerre, c'est insignifiant par rapport aux sommes dont on a besoin. Donc on en arrive finalement à créer ce qu'on appelle le Crédit national, qui est disparu là il y a très peu de temps. Puisque les fonds publics ne peuvent pas fournir les milliards nécessaires à la reconstruction, on organise le recours à l'emprunt et à la solidarité nationale en fondant le Crédit national en 1919. Mais dès 1924, le Crédit national n'arrive pas à fournir l'argent qu'il faudrait pour la reconstruction. On a donc peu d'argent, mais en plus, on a peu de bras. On veut bien sûr aider les zones détruites, mais en fait, pas trop. C'est ce que j'ai intitulé « L'usure mine même la solidarité ». Au début, on fait un accueil chaleureux aux sinistrés, c'est certain. On voit ça même aujourd'hui quand il y a une grande catastrophe. Tout le monde est prêt à aider. Mais la cohabitation devient très vite difficile. On jalouse les sinistrés parce qu'ils touchent une indemnité de nécessité, aussi probablement parce qu'ils sont le visage de la défaite de la France. D'ailleurs, et ça on le retrouve dans des textes complètement officiels, on les surnomme, on parle de sinistrés, on parle de nos grands-parents. On les appelle les Boches du Nord. Oui, ben on en arrive là, dans des textes officiels. On connaît tous les Boches comme Allemands, mais les Boches du Nord, c'est nous. On leur reproche de prendre le travail des locaux, alors qu'absolument partout en France, il y a plus de travail que de bras. Ce qui fait que finalement, les sinistrés qui n'ont pas le droit de rentrer sur leur terre rentrent quand même, parce qu'ils ont des conditions d'accueil qui ne peuvent pas convenir, donc ils rentrent même sans accord. Face à ce manque de bras, on fait appel à qui ? Eh bien, aux femmes, qui représentaient 12% du personnel d'usine avant-guerre, elles seront 22% en 19. On fait appel aux prisonniers allemands, mais qui vont repartir dès 1920. Et puis aux Belges, Italiens, Grecs, Chinois, Arabes, Espagnols, Portugais, Polonais, dont certains feront souche. On double ainsi le nombre d'étrangers en France, ce qui se traduit par une nouvelle mixité sociale, mais aussi par le développement d'un sentiment xénophobe. On arrive enfin au temps de la reconstruction, en commençant par les terres agricoles. Et c'est vrai qu'on se demande comment les gens ont fait pour vivre dans des baraquements pendant des années, mais on reconstruit d'abord les étables, les porcheries, tous les bâtiments agricoles, avant de reconstruire les lieux d'habitation des cultivateurs. Les premiers investissements publics de la reconstruction vont concerner évidemment la logistique. Jusqu'en 1920, on reconstruit toutes les infrastructures et les industries de niveau national. De 20 à 24, c'est les infrastructures régionales et les provisoires, qu'on a vu tout à l'heure. On s'attaque aux maisons dans les années 20, aux bâtiments communaux dans les années 25, il y en a beaucoup à reconstruire. Et enfin, dans les années 30, on commence à reconstruire les églises. Très peu de châteaux seront reconstruits dans la Somme. Un des plus grands châteaux, Chaulnes, ne le sera pas. Et par contre, pas très loin d'ici, le château de Misery, lui, le sera. Mais dans des conditions qui sont, vous voyez là, ce qu'il était antérieurement avant la guerre 14, très peu de choses, on retrouve très peu d'éléments architecturaux sur la reconstruction. Alors, il n'y a pas que des textes de loi pour aider à la reconstruction et à mener
mener les réflexions. Il y a aussi beaucoup d'expositions dont vous connaissez très bien les affiches, notamment l'exposition de la Cité reconstituée à Paris, qui va mettre en valeur tout ce qui est sport, jardin, parc. Et vous avez un très bel exemple qui va sortir de cette exposition, c'est l'hôpital de Péronne, avec des pavillons très séparés et ce qu'on appelle des terrasses qui vont servir pour les sanatoriums et autres. Ça, c'est issu de cette exposition-là. On a aussi l'exposition Architecture régionale dans les provinces envahies en 1917, voilà, qui, elle, est organisée par des architectes et par les Beaux-Arts et qui font la part belle au régionalisme. En Picardie, on a à Amiens l'exposition intitulée « Le foyer retrouvé » de juin à novembre 19, inaugurée par Raymond Poincaré. On y voit des modèles d'habitation pour les sinistrés au cirque et aussi une exposition d'ameublement au musée, dont le règlement stipule qu'on ne veut que des objets utiles, solides, bon marché, on comprend tous pourquoi. Les exposants français doivent exposer des objets français. Et enfin, on a une exposition fondamentale pour l'avenir, qui est l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de 1925, qui va donner son nom quelques dizaines d'années après à l'Art déco, et qui offre un renouvellement complet de la notion d'ornementation, en particulier avec des motifs abstraits. Mais ça va marquer notre reconstruction de 25. Elle entraîne, cette exposition, une très vive réaction des modernistes, dont Le Corbusier, qui lui prenait un modernisme beaucoup plus industriel. En Allemagne, on a beaucoup plus facilement accepté le modernisme industriel de Le Corbusier, mais en France, pour des raisons qu'on comprend bien, on sort de la guerre 14-18, on a subi ce que l'Allemagne a pu détruire chez nous, donc on ne peut pas accepter de repartir au niveau de notre construction sur les bases qui sont actuellement utilisées par l'Allemagne. Et c'est pour ça que nous, on va rebâtir beaucoup dans ce qu'on appelle le régionalisme, c'est-à-dire ancrer sur ce qui avait été détruit, et non pas se mettre, comme l'Allemagne va le faire, à la pointe du progrès de l'époque. Alors il y a aussi, en dehors de ces expositions, des écrits de référence fondamentaux, notamment ce petit livre que vous pouvez trouver très facilement sur Internet et qui est vraiment la base de tous les documents de reconstruction lisibles par des gens comme vous et moi. Et puis un autre livre beaucoup plus difficile à trouver, et c'est dommage, je l'avais préparé puis j'ai oublié de le prendre, qui s'appelle « Murs et toits de chez nous ». Et ça, je vous invite, si vous avez l'occasion de le voir, regardez-le, il est vraiment absolument merveilleux. C'est un découpage de la France en régions avec des bâtiments, ce qu'on appelle pittoresques, c'est-à-dire vraiment régionaux. Et la Somme est très très bien servie. On peut être fier de l'architecture de la Somme parce que quand on voit ce que ça donne dans ce livre, c'est vraiment très très beau. Alors j'en arrive, j'espère, oui je suis à peu près dans les temps, je devrais finir à l'heure. J'en arrive à la dernière partie qui est ce que j'ai appelé l'œuvre de la reconstruction. Donc vous l'avez vu, le gouvernement souhaitait avant même la fin de la guerre s'occuper de la reconstruction. Mais dès 1919, c'est une véritable catastrophe. L'État ne peut pas payer, le travail est totalement désorganisé. Certaines entreprises sans scrupules vont faire preuve d'abus. La population menace de se révolter. C'est ce qu'on appelle le scandale des régions libérées. Alors ça, c'est quelque chose qui... Le terme scandale des régions libérées, très connu, en fait, ça revêt quelque chose d'assez mal connu. C'est la gabegie que l'État a fait d'argent. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple. Le gouvernement français a fait venir des stères et des stères de bois de Finlande pour aider à la reconstruction. Ce bois était stocké dans des grands hangars non aérés et ce n'est pas une exagération ce que je vais vous dire, les textes le prouvent. On a oublié... On a payé le bois aux Finlandais, mais on a oublié qu'on l'avait acheté. On ne l'a pas acheminé, parce qu'on l'avait oublié. Alors qu'ici, on ne pouvait pas reconstruire parce qu'on n'avait pas de bois, et qu'on ne peut pas construire sans bois. On peut construire avec des briques, mais il faut un minimum de bois. Donc ça, c'est une gabegie de l'État. Il y a eu des gabegies. Le scandale parle aussi
d'abus de la part d'entreprises privées. Inutile de vous dire que dans des situations de malheur aussi grand que celle-ci, si on n'a pas de scrupules, on peut se faire beaucoup d'argent et très vite. Bon, donc c'est ce qu'on a appelé le scandale des régions libérées. Face à cela, certaines personnes ont essayé de reconstruire tout seules, sans passer par des coopératives. Mais c'était quasiment impossible parce que les entreprises n'avaient pas les reins assez solides pour faire l'avance des matériaux. Et vous avez vu la durée pour obtenir les dommages de guerre. Donc, c'est le chat qui se mord la queue. On s'attendait les uns les autres et donc, en attendant, on ne reconstruit pas. Donc, il fallait vraiment passer par des structures collectives pour y arriver. Devant la lenteur et l'inefficacité des procédures, l'État, à partir des années 20, décide de laisser l'initiative privée faire l'œuvre de reconstruction par le biais des coopératives qui vont permettre aux sinistrés de s'organiser pour défendre collectivement leurs intérêts. Les tâches de la coopérative sont très nombreuses. Elle prépare les dossiers de dommages de guerre. Elle fournit des avocats en cas d'escroquerie comme celle du scandale des régions libérées. Elle recrute les architectes pour la reconstruction cohérente des villages. Elle engage les entreprises pour plus de rationalité. On fait venir des entreprises qui font du béton armé de Paris pour un village. On n'a pas affaire à 50 entreprises. Elle fixe l'ordre de reconstruction des édifices. Et ça, c'est fondamental parce que tout le monde veut reconstruire sa maison en premier. Donc, il faut bien arriver à trouver comment mettre un calendrier en place. Elle passe les marchés, elle surveille les travaux, tout ça bénévolement. Elle gère les approvisionnements en matériaux. Elle obtient le paiement des avances vis-à-vis de l'État parce qu'il est beaucoup plus difficile de ne pas payer une coopérative que de ne pas payer un sinistré tout seul, qui ne sait pas comment s'attaquer au Conseil d'État. Quand on est une coopérative, c'est beaucoup plus lourd, plus difficile de dire non. Et enfin, c'est un rôle assez méconnu, mais sur lequel il faudrait se pencher, elle aide les conseils municipaux à choisir parmi les propositions des architectes qui se sont engagés à faire plusieurs propositions de reconstruction. Le maire choisit, ce n'est pas toujours simple de choisir. Les coopératives donnent leur point de vue. Ce sont des gens du cru, donc ils savent à peu près ce qu'il faut décider. La mise en commun des ressources permet d'atteindre une surface financière suffisante pour accéder à des entreprises dotées de gros moyens. Et elle offre, du fait du groupement des fonds, une garantie à ces entreprises. C'est pour ça qu'on a des grosses entreprises qui vont venir s'occuper de la reconstruction. Le préfet peut autoriser du gré à gré pour des petites sommes, mais en fait, les travaux sont en principe adjugés au moins 10 ans. Les coopératives qui doivent être agréées par le préfet assurent une certaine économie de dépenses, puisqu'au lieu d'acheter les biens pour reconstruire une maison, on achète les matériaux pour en reconstruire 100, 1000, 3000. Donc, ce n'est évidemment pas les mêmes tarifs à l'unité. Elle veille à la diffusion de 2 gros progrès, et c'est peut-être en cela que les coopératives ont été fondamentales. Elle veille à l'installation du réseau d'électricité. En 1914, l'électricité n'était pas dans tous les villages. Et elle veille à l'installation de l'eau potable avec l'évacuation des eaux usées. Ce qui fait qu'on ajoute ce qu'on appelle une pièce d'eau à la maison. C'est une nouveauté à l'époque. Cette modernité va se traduire aussi par l'ajout de garages et de clôtures aux maisons. C'est aussi issu, ça, de la reconstruction. Alors, on crée des outils pour aider les coopératives et en particulier quelque chose qui a une conséquence fondamentale pour nous, c'est ce qu'on appelle... Je suis désolée, c'est... Ah si, vous pouvez deviner un petit peu. C'est ce qu'on appelle les modèles types d'habitation. C'est-à-dire qu'on ne reconstruit pas la maison telle qu'elle était avant. Pour aller plus vite, on va sur des modèles. Donc, on positionne... si ma maison avait 4 pièces, je me retrouve sur le modèle 30 ou 20, selon la taille, en gros, de la maison antérieure. Ça ne concerne pas que les maisons. On a des modèles types de clapiers, des modèles types de porcheries, des modèles types de fermes, des modèles types d'écoles, de mairies. Tous les biens immobiliers ont été mis en une espèce de carton type et on choisit à l'intérieur. Enfin, on choisit. Vous n'avez pas le droit de faire une maison de 30 pièces quand vous en aviez une de 3. Hein. C'est vos dommages de guerre qui déterminent sur quel plan vous pouvez aller. Mais ça explique, notamment celle qui est là-bas tout au bout, ou même celle-ci, ça explique cette espèce, je dirais pas d'uniformité, mais l'impression, quand on traverse des villages, de revoir des choses qui se ressemblent. Ben oui, parce qu'on est sur des modèles types pour aller vite et puis pour quand même offrir des choses de qualité. Parce que ça, c'est le fruit des 3 expositions qu'on a vues.
si la qualité des matériaux est soignée, la qualité des réalisations et de l'ornementation est soignée aussi. Alors, inutile de vous dire que pour les villes comme Amiens, on n'utilise pas les modèles types pour reconstruire, ou même Péronne, pour reconstruire des hôtels particuliers. On fait appel à un architecte et on crée ex nihilo. Alors, il y a d'autres petits outils qu'on peut trouver sur certaines raideries qui sont mis à la disposition des coopératives. Ce sont la notion de série de prix. Ce n'est pas issu de la reconstruction, mais ça prend un très fort développement et tous les corps de métier vont se doter à partir des années 25 de ce qu'on appelle des séries de prix, c'est-à-dire que ça normalise en gros les coûts pour les entreprises, les artisans. Et puis, autre outil, c'est la fourche codine des préfets qui autorise ou pas les entreprises à faire la reconstruction. Donc quelqu'un qui a une mauvaise réputation de qualité ne sera pas autorisé par le préfet pour participer à cette reconstruction. Alors tous ces moyens vont servir effectivement à faire des reconstructions de nos villages. J'ai protégé le nom, mais là c'est une petite maison de Dincourt qui a été rebâtie. Et je vous ai donné en bas un extrait du dommage de guerre. La maison, à l'origine, était estimée à 20 000 francs et finalement, elle aura donné lieu à des dommages de guerre de 105 000. Et vous voyez, elle est reconstruite, pas très très grande, hein, mais bon, c'est une maison qui existe aujourd'hui. Mais on ne reconstruit pas que des maisons, on reconstruit les bâtiments publics, comme par exemple la mairie de Tincourt-Boucly. Avant, après, et alors donc votre mairie, eh bien, elle a coûté 159 000 francs, quand même, de reconstruction. Elle n'était pas complètement rasée. Hein. Et il n'y a pas que les bâtiments et les maisons, il y a aussi les églises. 276 églises de la Somme ont été plus ou moins touchées. Avant d'être construites, elles existent aussi sous forme de provisoires. Monseigneur Luçon, cardinal de Reims, dirige plusieurs diocèses, dont celui d'Amiens. Il préside l'œuvre de secours aux églises dévastées de France, qui lancera les emprunts, selon une affiche que vous connaissez certainement. Ces églises, qui doivent avoir la même surface que celle qui a été détruite, sont reconstruites par des coopératives diocésaines après délégation de la commune, puisqu'on est sur la loi de séparation de l'État et de l'Église de 1905. Et ces coopératives diocésaines fonctionnent sur le même régime que les coopératives civiles, c'est-à-dire que la coopérative diocésaine reçoit les fonds et choisit technique et architecte, surveille les travaux et réceptionne ces travaux. Alors on remarque un certain nombre de caractéristiques dans ces églises reconstruites, notamment le béton utilisé tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, la qualité des vitraux, dont certains font mémoire de la guerre, la qualité des chemins de croix qui connaissent un regain de pratique religieuse, les couleurs vives, c'est une conséquence de l'exposition de 1925, les formes géométriques simplifiées grâce au ciment moulé, les symboles très lisibles, c'est le grand retour, le grand succès de la mosaïque dans les églises. Alors ici, il y avait des dégâts sur l'église qui étaient vraiment extrêmement... Ça vous paraît énorme hein, de voir le clocher dans cet état-là, mais en fait, c'était très, très, très peu de dégradation par rapport à ce qu'ont subi les autres églises de l'arrondissement de Péronne. Alors, malgré l'ampleur de toutes ces coopératives, un seul monument est érigé en leur honneur. Il se trouve aujourd'hui à Soissons, place Saint-Christophe. C'est ce qu'on appelle le monument aux sociétés coopératives de reconstruction et à Lubersac. C'est 8 grandes colonnes en béton qui supportent un entablement. Le monument fait 20 mètres de long, c'est très impressionnant. Le pilier central fait 12 mètres de hauteur. Il se termine, je vais vous expliquer après, par un insigne en forme, un insigne d'aviateur. Si on regarde un petit peu en détail certains éléments, on a ici une évocation des destructions de la guerre avec des corps, des murs percés.
De l'autre côté, l'œuvre de la reconstruction, puisque c'est un monument aux coopératives. Là, c'est l'insigne d'aviateur dont je vous parlais tout à l'heure. Et sur le côté, c'est le portrait de Lubersac. Alors, ce monument est l'œuvre des deux jumeaux Martel. Stylistiquement, il est clairement art déco. Et il a été financé par une souscription qui avait été faite sous le patronage d'Albert Lebrun. Il est classé monument historique depuis relativement peu de temps. Et il a failli disparaître, ce qui est quand même un comble. Il avait donné lieu à un concours remporté donc par ses jumeaux. Et il est à la mémoire en même temps de Guy de Lubersac, qui est président du comité de reconstruction, héros de l'ère, c'est pour ça qu'il y a un insigne d'aviateur tout en haut, et qui a consacré la dernière partie de sa vie à la reconstruction. Lubersac était sénateur de l'Aisne, il fut le premier président de l'Union des coopératives de la reconstruction, c'est pour ça que le bâtiment est dédié à sa personne. Au revers du monument est gravé le bilan de l'œuvre des 2382 coopératives de reconstruction. Je vous donne juste 3 des éléments qui ont été reconstruits par ces coopératives. 13 700 édifices publics, 488 000 maisons privées, 165 000 bâtiments agricoles. Au cours de la reconstruction de 1920 à 1930, vont avoir lieu de nombreuses inaugurations de mairies-écoles, des fêtes de la Renaissance. Vous avez par ici un village qui s'appelle Devise qui a donné lieu à des fêtes de la reconstruction énormes. C'est aussi la période des remises de croix de guerre aux communes. Vous en avez gardé une trace pour ce qui concerne Tincourt-Boucly sur votre monument aux morts. C'est aussi, évidemment, l'inauguration des monuments aux morts dans la plupart des communes de France. Et le point final, c'est évidemment l'inauguration des églises, puisque c'est les derniers bâtiments qui ont été reconstruits. Ces fêtes et cérémonies, bals, concours et banquets vont à nouveau rythmer, et c'est quelque chose d'heureux pour la population, vont à nouveau rythmer la vie villageoise. Et on adopte le 11 novembre comme fête de la victoire à partir de 1922. Alors, en conclusion, on a un bilan parfois critiqué des coopératives, mais qui est toujours très présent dans nos paysages. Les critiques faites aux modalités de la reconstruction ne manquent pas. On reprochera des abus et la persistance des inégalités. C'est vrai que la lassitude s'installe au fil des temps et que quelques abus ont fait naître, on l'a vu, le scandale des régions libérées. On a ainsi des journaux qui vont titrer « Les pouvoirs publics sont contre les sinistrés ». Il y aura des insatisfactions du fait des expulsions qui vont être exigées par les plans qu'on a vus tout à l'heure. Et les inégalités demeurent. L'ère nouvelle de janvier 21 va titrer « Les gros sont favorisés au détriment des petits ». On évoque aussi des soucis de pérennité. Quelques bâtiments publics, mairies-écoles, vont souffrir d'un surdimensionnement. C'est par exemple le cas, je ne sais pas si vous le connaissez, de l'hôtel de ville de Craonne, qui est absolument énorme, le village de Craonne étant petit, mais ce n'est pas du tout la faute de entre guillemets, de la coopérative, c'est parce que le donateur, c'est la Suède. Et que les moyens mis en avant par ce donateur sont à l'aune de sa taille, donc un hôtel de ville gigantesque. On critique des constructions trop hâtives, des murs légers, des briques poreuses. On parle, je cite un article de presse, de médiocrité sous le vernis de la reconstruction. Mais il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des matériaux devait se faire très vite et que leur qualité et leur disponibilité va baisser dans le temps. On se demande aussi si ce chantier du siècle confié aux coopératives n'était pas trop lent. Mais en fait, ce n'est pas les coopératives qui étaient lentes. Il y avait beaucoup de demandes d'indemnisation à traiter. Les dossiers étaient plus ou moins remplis. C'est vrai que quand on regarde les dossiers des archives, certains sont complètement illisibles. Il y avait plus de 2500 communes à reconstruire. Ça ne pouvait pas se faire très rapidement. C'est lent aussi parce que l'Allemagne ne paie pas. C'est lent aussi parce que les matériaux et la main-d'œuvre manquent, que les transports sont difficiles. On n'arrive pas à acheminer les briques. Donc, c'est difficile de reconstruire quand on n'a pas les matériaux.
Et puis apparaît l'importance des procédures administratives dans la vie quotidienne. Ça, on est toujours sous ce règne-là. Et ça va donner, par exemple, avec beaucoup d'humour, un projet de vitrail. C'est malheureux parce que le vitrail n'a jamais été fait. C'est un projet de vitrail constitué de morceaux faits à partir de découpage dans les dossiers de procédure. Rien n'est faux, hein, tout est vrai. Il ne faut surtout pas oublier le contexte de la reconstruction. La reconstruction marque une période florissante pour le bâtiment, c'est indéniable. La construction de la Société des Nations en 1925 accroît ce sentiment de confiance, mais dans le même temps, on a un État français qui a du mal à payer, et surtout, on est juste à la veille de la Grande Dépression de 1929. Toutes ces critiques sur les modalités de la reconstruction donnent lieu à des réactions dont on peut retenir la satire suivante. C'est l'avant-dernier slide, je vous rassure. Par contre, je vais vous le dire parce que je trouve que c'est quand même absolument... ça pourrait être vrai d'ailleurs aujourd'hui sur certains chantiers. Ton dossier, tu déposeras, questionné par le président. Pendant 1 an, tu attendras, ou même plus, patiemment. Un jour, on te convoquera pour paraître devant l'agent administratif qui sera pour toi on ne peut plus charmant. D'un ton aimable, il te dira « Vous exagérez fortement ». On est en train de parler de l'évaluation des biens qu'on a perdus. Hein. Alors, il ne retranchera que la moitié. Quand on demandait 100, on obtenait 50, c'était pas trop mal. Sur ce, tu te concilieras en souriant, évidemment. À la commission, tu viendras sur convocation seulement. Comme un prévenu, tu seras à la commission simplement. Ton dossier en épluchera jusqu'au bout. Encore, on te rabotera de quelques centaines de francs. Poliment, on t'attrapera si tu sembles être mécontent. Alors vaincu, tu signeras. Comment ferais-tu autrement? Ensuite, tu t'efforceras d'avoir ton titre de paiement. 1 an, 2 ans, espéreras. Tout vient à point, à qui attend. Au Crédit National, tu feras des réclamations constamment, puis un beau jour, tu toucheras si tu n'es pas mort auparavant. Elle est belle, hein? Voilà. On a à peine terminé cette reconstruction. On est en 29-30. On parle d'une autre guerre. Je vous remercie. Merci Madame Villain, vous avez été vraiment passionnante, vraiment passionnante. Ah, puis avec un brin d'humour à la fin, c'est formidable. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 questions, demandes de précision? Assommé. Non, j'ai Anaïs. Je sais que sur Roiselle, il y avait 2 coopératives de reconstruction. Oui. Il y en avait une qui était tenue par le maire, M. Boucourt, qui a été maire et conseiller général pendant longtemps, et puis une autre qui était tenue par le juge de paix, qui s'appelait M. Roussel. Les magistrats étaient... c'est le plus grand corps qui était représenté parmi les présidents de coopératives, c'était les magistrats, juste après les maires. Hein? Oui. Et on peut, à Roiselle, dans le grenier de la mairie, il y a encore les dossiers de dommages de guerre. Oui, tout à fait. Oui. Ce qui est un peu dommage parce que normalement ça devrait se trouver aux archives. Aux archives. Alors pour ceux que ça intéresse, les dossiers de dommages de guerre sont en grande partie conservés aux archives départementales de la Somme, sont consultables par tout le monde. Hein. Par contre, les archives des sociétés coopératives de reconstruction n'ont pas été conservées. Pour ce qui est de la Somme, je pense que dans le département de l'Aisne, ça a été conservé, mais pas pour la Somme. Et c'est bien dommage parce que ça nous apporterait certainement beaucoup de renseignements. Qu'est-ce qu'on en a fait, alors on sait?
Non, alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que je vous ai expliqué que c'était des fonctions c'était du bénévolat, et je pense que les gens ne se sont pas beaucoup, n'ont pas eu le temps de se consacrer à la conservation des documents, des factures, de tout l'administratif que ça, et donc on a très très peu de sources. Alors dans l'Aisne, je pense qu'ils ont conservé un petit peu d'éléments, mais pas nous. Moi, Sailly-Seizel, et dans notre commune, ça n'a pas été des coopératives, c'était des entreprises qui venaient de la Loire, tout ça. Oui. Avec des Italiens. Alors, en fait, au niveau des entreprises qui sont intervenues, les 2 ou 3 premières années de la reconstruction, c'était des entreprises locales, n'existaient quasiment plus, mais c'était des entreprises sur la région qui ont essayé de faire l'œuvre de reconstruction. Mais c'est ce que je vous expliquais, elles n'avaient pas les reins assez solides. Elles pouvaient mettre en place de quoi faire 2 ou 3 maisons, mais pas un village. Donc on a vite fait appel à des entreprises de la région parisienne, pour cette raison-ci, et aussi parce qu'elles maîtrisaient particulièrement le béton, qui fait partie vraiment à part entière de la reconstruction. Mais il est vrai que tous les bâtiments n'ont pas été reconstruits par des coopératives. C'est de l'ordre de 80%. Donc il reste 20% qui ont été faits, soit individuellement, par des personnes seules, parce que c'était tout à fait autorisé, soit par des groupements familiaux, ce qu'on appelle aujourd'hui des GIE familiaux qui ont été mis en place, en particulier pour des fermes. Ça a été fait comme ça pour ne pas entrer sur une coopérative qui est quand même un peu plus lourde. Oui, parce que chez nous, c'était une entreprise d'Angers, oui. Boyer. Oui. Une grosse entreprise, et ils étaient spécialisés dans le béton, justement. Ils ont refait l'église et puis beaucoup de maisons. Ils avaient 4 types de maisons. Et dans la commune, on voit 4 types de maisons différentes. Alors, vous voyez l'influence de ce qu'on a appelé les modèles types. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, il y avait à peu près 80 modèles types. Hein. Donc, Sur les baraques Adrian, oui. Mon grand-père était cultivateur, il a vécu pendant plusieurs années, pendant la période de reconstruction de la ferme. C'était une baraque en bois, c'était des baraques du Canada. Oui. Moi, il m'a toujours dit ça. Oui. Et ils appelaient ça un hangar écurie, donc il y avait l'écurie pour les chevaux, pour 3-4 vaches, et puis un logement pour lui. Oui. Une pièce, qui était économie de chauffage à l'époque. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, on a reconstruit les fermes, la ferme, le lieu d'habitation, en dernier. Oui. C'était vraiment pas la priorité. La priorité, c'était le cheptel pour pouvoir redémarrer et pouvoir nourrir les populations qui rentraient petit à petit. Parce que pendant l'hiver, les entreprises, ces entreprises-là ont refait les granges. Oui. Ils les faisaient pendant l'hiver avec tous les déchets de briques qui n'avaient pas été utilisés pour la maison. Oui. Ils faisaient des murs de 55 d'épaisseur et il n'y avait qu'une brique de façade, une belle brique de façade à l'intérieur de la grange et à l'extérieur. Et tout le milieu, c'était tout des morceaux de briques. Est-ce que vous êtes... Anaïk, oui. Malgré tout ce qu'on peut reprocher à la reconstruction, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui est admirable, c'est que les maçons de l'époque ont réussi à singulariser quasiment chaque maison. Et quand on fait bien attention, le dessin des briques, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc ils étaient dans l'urgence, mais aussi dans l'esthétisme. Et dans l'économie de coûts, ce qui est quand même quelque chose qui est... Enfin, ça fait réfléchir... Les moyens étaient très comptés, vous l'avez vu, on n'avait pas l'argent, les bras n'étaient pas là. On met en place des procédures comme les modèles types. On utilise ici localement évidemment la brique, l'Aisne s'est reconstruite en pierre évidemment. Et néanmoins, quand on traverse un village, on n'est pas dans un lotissement à la moderne où on se demande si je suis au numéro 2 ou au numéro 300 ou au numéro 1484, c'est pareil. Non, pas du tout. Elles ne se ressemblent pas. Elles ne sont pas faites à l'identique. Ce n'est pas ce qu'on appelle du préfabriqué. Ce n'est pas du tout cette notion-là. Mais par contre, c'est fait à l'économie financière. C'est-à-dire qu'on utilise assez peu les pierres.
Alors, néanmoins, quand on les utilise, je vous rappelle, on l'enlève du montant des dommages de guerre, si on utilise des pierres qui ont été retrouvées sur place. Mais par contre, on va utiliser des briques de couleur ou des briques vernissées, on va les mettre dans un sens, dans un autre, on va représenter une date. Vous avez beaucoup de maisons où la date de reconstruction, 1923, est notée en briques de couleur ou vernissées. Tout ça, ce sont des moyens que les gens se sont donnés en quelque sorte pour éviter une certaine uniformisation qui serait issue des carnets de modèles type. Mais c'était une volonté de la population, ça. Et ce qui me paraît toujours intéressant, c'est que ça ne coûtait pas plus cher. C'est des petites choses qui n'ont pas généré des surcoûts. Parce que sinon, on aurait eu encore une autre critique qui aurait été de dire on a construit des palaces pour les gens qui... Vous voyez, c'est bon. Et moi, dans mon petit village, il y a 3 maisons qui sont identiques. Oui. Elles sont dispersées dans le village et il faut bien faire attention. Donc, elles ont été choisies, comme vous dites, dans une sorte de catalogue de maisons type. Oui. Et quand on regarde, il y en a une en face de chez moi, il y en a une à l'autre bout du village. Et puis, il faut observer. À ce moment-là, on se rend compte que, oui, effectivement, on choisissait dans un catalogue. Sur celles que je vous ai proposées, là, c'est vraiment des choses qu'on retrouve vraiment, vraiment facilement. Il faut regarder. Bon, il y a 100 ans qui ont passé, donc les gens ont changé, ils ont mis des volets, mais la base est toujours la même. Et moi, je dis que c'est un petit peu dommage de recouvrir de la brique par de l'enduit. C'est le débat. Parce qu'on garde au moins l'originalité. C'est le débat. Comment ça s'appelle l'isolation par l'extérieur, là, c'est problématique. C'est pareil que ça cache aussi. C'est problématique. Ouais. Parce que ça fait partie aujourd'hui de l'identité de nos territoires. Pour ceux qui ont participé à la conférence de Fabien Sauvé sur l'architecture de la reconstruction, Fabien terminait sa conférence en disant en effet, c'est des maisons qui étaient choisies sur catalogue et il nous avait montré, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une photo d'un lotissement moderne de maintenant et une succession de maisons de la reconstruction et en fait, il nous avait dit la même chose que ce que vous venez de nous dire. Donc c'est un parfait parallèle par rapport à la conférence que Fabien Sauvé nous avait faite il y a 1 an. Voilà. Donc merci, je vous remercie une nouvelle fois, Madame Villain. J'ai quelques petites choses à vous dire, donc je vais être très court. D'abord, vous remercier une fois aussi pour... Madame Villain a amené avec elle 2 livres sur l'urbanisme et sur la reconstruction qu'elle nous a donné à la bibliothèque de Tincourt. Donc ça me permet de faire un petit peu de communication. On a une bibliothèque à Tincourt. Alors, on reste modeste, c'est pas la grande bibliothèque nationale ni celle d'Amiens. Mais bon, elle est ouverte le mercredi et un samedi sur 2, donc ça me permet de faire un petit peu de publicité. J'avais autre chose à vous dire. J'ai vu, il y a un certain nombre de gens qui prenaient des notes. Si vous avez loupé un chiffre ou 2, c'est pas grave. À partir de ce week-end, vous allez sur YouTube, sur une chaîne qui s'appelle Tincourt TV, T-I-V-I, Tincourt TV. Et puis vous aurez exactement tout l'enregistrement, puisque vous avez été enregistré dans les conditions du direct. Et donc vous aurez la conférence. Ça permet à ceux qui ne peuvent pas venir physiquement de la regarder. Et puis si vous voulez la revoir, vous pouvez la revoir sur YouTube, Tincourt TV, c'est complètement gratuit. Et donc là, comme ça, vous pouvez le revoir tranquillement. J'ai quelques autres petites choses à vous dire. Toujours dans le domaine de la reconstruction. Ce week-end, il y a un circuit qui est organisé par le PETR. Alors, c'est pas super glamour comme nom, mais c'est l'ancien Pays sans terre haute somme, un regroupement des communautés de communes. Et vous avez une visite en particulier, je fais un peu la pub quand même, ça s'appelle un road trip. Enfin, c'est une visite thématique. Il y a 3 églises. Ça commence donc dimanche à 14h. C'est Croix-Molignot, Monchy-Lagache, et il termine, parce que c'est quand même le plus important, il termine par l'église de Tincourt. Donc, pour ceux qui veulent visiter l'église de Tincourt, et vous l'avez montré tout à l'heure, qui est quand même la seule église dans le secteur qui n'a pas été détruite, à part le clocher, mais tout le reste de l'église, donc vers 15h, 15h30, je pense que la guide viendra faire une visite guidée de l'église de Tincourt. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu de publicité. Si vous êtes intéressé par la reconstruction, il y a une exposition à Flamicourt, Hubert, c'est ça ? À Douai-Flamicourt. Voilà, ce week-end. Voilà. Et donc, et puis si, c'est un peu plus large que la reconstruction, mais si vous aimez un peu de culture et puis vous détendre, si vous pouvez aller à Épeuilly au théâtre demain soir, il y a une troupe de théâtre d'Albert qui vient faire du théâtre.
après, et je vous promets, j'ai bientôt fini. Je voudrais vous parler des prochaines conférences. On a 2 conférences qui sont prévues. La première qui aura lieu le vendredi 27 janvier à 20h, toujours dans cette salle. Et c'est un conférencier, c'est monsieur Tony Poulain, le chroniqueur du judiciaire, du Courrier Picard, qui viendra nous expliquer, en gros, l'institution judiciaire vue par un journaliste. Donc c'est un thème qu'on n'a pas encore abordé dans notre université, donc il viendra nous faire un peu, nous expliquer comment fonctionne l'institution judiciaire, en l'illustrant avec de nombreuses, j'imagine, anecdotes, parce qu'il y est quand même tous les jours. Ça, c'est une chose. Et puis après, on a une autre conférence qui sera le vendredi 24 février à 20h, et sur un sujet aussi qu'on n'a jamais abordé. Ça sera sur l'histoire du protestantisme dans la région. Et donc, qui sera un conférencier qui sera monsieur Dominique Langlais, qui est là ce soir, et qui est président du conseil presbytéral de l'église protestante de Saint-Quentin. Et donc, il nous fera un peu le titre, ça sera le protestantisme en Picardie d'hier à aujourd'hui, et qui sera illustré par Anaïque Vautier, qui fera un complément sur la boîte à cailloux d'Hesbécourt, qui est un site protestant qui est assez peu connu, qui est pourtant pas loin d'ici. Voilà. Donc ça sera le 24 février, ce sera un vendredi aussi. Mais de toute façon, si vous avez donné votre adresse mail à l'entrée à, c'est pas Simone Garnier, à Valérie, on vous enverra les annonces. Et donc, j'en profite, comme vous avez l'adresse mail aussi de l'université, si jamais vous avez des idées, des sujets, parce que là, on va commencer avec le comité des sages, parce que je vois plusieurs sages dans la salle. Donc je leur dis, ils vont devoir bosser aussi. Il va falloir qu'on trouve nous allons travailler pour trouver des sujets et des conférenciers pour l'année prochaine, puisque là, il nous en reste 3 conférences, mais on est complet pour cette année. Et si vous avez des thèmes que vous souhaitez voir abordés, écoutez, on est tout à fait preneurs, on a une adresse mail pour ça, et vous pouvez nous proposer tous les thèmes que vous souhaitez. Puis je termine. Pour ceux qui ne connaissent pas, mais il y en a une bonne partie qui connaissent, ça s'appelle la quille. Bon, il n'y a plus de service militaire, donc on ne peut plus dire que c'est la quille, mais cette quille-là a quand même une grande particularité que je vous montre. Elle a une fente de l'autre côté. Donc, je vous rappelle que l'accès à l'université est complètement libre et gratuit, et que pour subvenir à nos dépenses, vous pouvez mettre votre contribution dans la petite fente qui est là, qui peut accepter des pièces, des billets, des chèques, pas de carte de crédit. Donc voilà, si vous pouvez nous aider, c'est comme vous voulez. Voilà, donc on va... Et puis qui sert aussi à organiser le pot de l'amitié qu'on va avoir tout de suite. Donc si vous avez des questions, si vous avez des choses à demander à Madame Villain, elle reste avec nous. On a un petit pot de l'amitié, et puis merci beaucoup. Merci encore Madame Villain, c'était vraiment passionnant. C'est moi. Et on vous recevra encore avec plaisir. Merci à tous, bonne soirée, rentrez bien, soyez prudents, et on boit un verre ensemble. Voilà, merci.